Bonjour et bienvenue dans le studio. Comme vous avez pu le voir en introduction, j'ai bien avancé sur ce portable Amiga et j'ai réussi à faire fonctionner le clavier Apple dessus. On va y revenir parce que ça a été très compliqué et il a fallu que je m'investisse beaucoup. Mais du fait que le renouvellement de mon contrat ne s'est pas très bien passé avec le travail, j'ai eu pas mal de jours de libre là, donc j'ai pu le faire. Et il reste encore une petite chose à faire sur ce clavier, c'est qu'il faut que je fasse la LED Caps Lock. Donc c'est ce qu'on va faire, que ça me permettra de vous expliquer comment j'ai pu raccorder un clavier Apple sur un Amiga et les avantages que ça a d'ailleurs. Et je pense que ce sera la dernière vidéo, donc j'ai commencé par imprimer une pièce qui est le bas de la machine. Et en espérant que ça monte, parce que c'est la première fois que j'imprime cette pièce totalement, et je ne sais pas encore si j'arriverai à coulisser la carte mère dedans, sachant qu'il faut réussir à la passer avec les ports qu'il y a de tous les côtés. Donc j'ai dessiné ma boîte pour ça, donc on va voir si ça monte. Et vous aurez remarqué aussi que j'ai réglé le problème de souris. Je peux avoir une souris externe plus le touchpad, donc je peux brancher un joystick, rien ne m'en empêche. Donc sans plus attendre, on va s'approcher de la machine. Je vais la démonter parce qu'on va la transformer, la finir je veux dire. Et on va regarder ce clavier, comment mettre cette LED et comment la piloter. En premier lieu, avant de le démonter, je voulais vous parler de la raison pour laquelle je me suis acharné sur un clavier Apple. Et de toute façon, j'avais pas d'autre choix finalement avec tous les autres claviers que j'ai essayé. Mais pourquoi ce clavier Apple a été mon choix final pour cette machine? Je vous laisse regarder un petit peu le clavier de l'Amiga avec la ligne de touche en haut et les touches, les caractères français qui sont dessus. Et je vous laisse regarder un clavier normal, les symboles qu'il y a sur un clavier normal et celui qu'il y a sur l'Apple. Eh bien, moi je peux dire que Apple a copié énormément Amiga. Ou est-ce que c'est le contraire? Ça se restera à déterminer. Mais en tout cas, le point d'exclamation sur le 8 et la position des parenthèses, le fait que le plus égal soit en bas ici, comme sur l'Amiga, alors que sur un autre clavier, il est en haut. Le point d'exclamation étant là sur un clavier normal. Le fait que le clavier Apple a deux pommes, de touches méta comme l'Amiga, alors que maintenant les claviers n'en ont absolument plus qu'un. Donc ça veut dire pas de reset avec un clavier comme ça. Et avec le clavier Apple, j'ai le reset qui fonctionne avec contrôle pom-pom, comme si on avait un Amiga. Voilà pour le choix du clavier Apple. Et il manquait quelques touches sur un clavier Apple. Il n'y a pas de touche delete. La touche del ici n'existe pas. Donc comme on va le voir plus tard, mais j'ai créé mon contrôleur de clavier, donc j'ai fait ce que je voulais avec les touches. Donc j'ai réassigné F11, F12, et puis là c'était la touche Eject pour éjecter le média. Eh bien j'ai mis del sur la touche Eject, et j'en ai profité pour assigner F11 et F12 pour leur faire Home et Print Screen. Print Screen qui n'existe pas sur l'Amiga 600 parce que c'est la touche étoile du pavé numérique et qui est très utile dans WHD Load, donc je l'ai pour WHD Load. Bon, eh bien, maintenant je vais redéplacer un petit peu la caméra et je vais l'enlever pour vous montrer comment c'est monté. Voilà comment c'est fait sous le clavier. Donc j'ai mon touchpad et au bout de la nappe, il y a une petite carte. Donc cette petite carte, si vous vous rappelez la dernière vidéo, je vous avais laissé en lien des sites instructables sur lesquels on nous expliquait comment brancher un clavier de portable en USB. Donc c'est typiquement ce que j'ai fait. J'ai commandé des PCB. Bon, je ne les trouve pas super bien faits parce que bon, il y a des pistes à angle droit et du fait, il aurait fallu que j'en refasse un pour rapprocher le connecteur du Tennessee, mais bon, ça va comme ça. Ça tient dans la machine, donc c'est l'essentiel. Donc on a un tout petit connecteur ici au bord, et celui-là, j'ai extrêmement eu du mal à le souder. On ne pourra même pas voir les pins à travers le sac, mais il y a
Il y a 26 pins et ça fait quoi? Ça fait même pas 2 centimètres. C'est des pins qui sont espacés de 0,5 mm. Et ça se soude en bas, là. Vous voyez, c'est super difficile à souder. J'ai massacré un PCB. Bon, il sera réutilisable, hein. J'ai arraché le premier pad et j'ai massacré le connecteur en le soudant. Et le deuxième, j'y ai passé presque 1 heure à souder ça pour que chaque pad fasse contact et qu'il n'y ait pas de court-circuit. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut brancher ça, cette prise USB sur le PC et charger un des programmes que celui qui a fait ce PCB a fait, qui est un programme qui permet de scanner les touches. Ça ressemble à ce que je vous laisse sur le coin de l'écran là. En fait, on lance le programme et ensuite on appuie sur chaque touche une par une et on note les numéros des broches qui sont raccordés. C'est-à-dire que quand on fait un A, ça raccorde peut-être la 4 et la 18. Ce sont des interrupteurs les touches, hein. Donc ça permet d'avoir, on fait ça une centaine de fois pour toutes les touches et ça permet d'avoir toutes les combinaisons de touches qu'on a assignées avec leur fonction. C'est-à-dire que la touche Q sur un clavier français c'est A, on va lui mettre les connexions qui sont fermées par l'appui de cette touche. Et ensuite, il y a un programme Python qui existe qui permet de parser ça et de faire la matrice, de résoudre, de rassembler les pins de 2 à 2, parce qu'il y a des pins en commun, bien sûr, hein. Il n'y a pas 200 fils ici, il n'y en a que 26. Et ce programme, il ne marche pas parce qu'il se base sur un clavier qui a 2 touches contrôle et il n'y en a qu'une sur celui-là. Et donc, j'ai fait toute ma matrice à la main. C'est-à-dire que j'ai raccordé, j'ai résolu toutes les pins qui sont branchées ensemble pour qu'au bout du compte, on ait 8 pins qui soient en input et toutes les autres qui soient en output. Et ça permet de définir les lignes et les colonnes du clavier. Voilà. Ça ne s'est pas du tout terminé là. Puisque quand j'ai eu terminé enfin ma matrice, donc on parle de 2 jours de travail hein, pour en arriver à avoir la matrice faite et ensuite de compiler le programme pour le mettre dans le Tennessee, on peut brancher ce clavier sur son PC et sur mon PC j'ai vérifié que toutes les touches marchaient, j'ai fait les corrections nécessaires à ma matrice pour avoir toutes les touches et quand je suis venu le brancher sur l'Amiga, parce qu'il y a un port USB hein, qui est, si on enlève la Furia, on peut accéder au port USB ici sur l'adaptateur. Donc j'utilisais comme ça. Eh bien, il ne marchait pas sur l'Amiga. Et il ne marchait pas sur l'Amiga tout simplement parce que le Tennessee, quand il est programmé en clavier, eh bien, dans l'éditeur Arduino, il fait le café en même temps. Il fait clavier, souris, contrôleur série, contrôleur multimédia et tout ça. Alors que le petit appareil ici, il s'attend à avoir seulement un seul périphérique qui est un clavier et c'est tout. Alors c'est là que eh bien, je me suis lancé. J'ai quitté le programme de l'Arduino, du Tennessee. C'est un Arduino, hein, c'est un processeur le même que les Arduino Mega. J'ai été plongé dans les fichiers du framework de ce Tennessee et j'ai été modifier son framework et j'ai édité toute la stack USB du framework pour le Tennessee pour nettoyer toutes les entrées, nettoyer le descripteur USB et tout ça. Bref, il faut que je montre quelques screenshots, mais je ne vais pas rentrer en profondeur dans le sujet. Mais pour qu'à la fin, quand je le compile, il ne fasse que clavier et absolument rien d'autre. Et là, il a marché dans l'Amiga. Pour le raccorder à l'Amiga, j'ai coupé le fil qui était livré avec le Tennessee. Et j'ai mis des fils du pont au bout. Puis j'ai été me raccorder directement sur le header du Amiki ici. Parce que je ne peux pas brancher le port USB, il est en face la Furia. Donc je me suis pris directement sur les signaux d'entrée. Et je branche ça sur mon Tennessee. Et ça marche.
J'ai redémonté le clavier, on va parler un petit peu rapidement des touches custom. Donc comme vous voyez, j'ai des touches custom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que tout simplement, la touche F11 dans ma matrice, au lieu de lui mettre F11, je lui ai dit que c'était Home. Parce que sur un clavier normal, le Home, c'est cette touche-là. Mais quand on le transforme quand il est transformé par l'adaptateur dans l'Amiga, ça fait la touche Home de l'Amiga, la touche Help de l'Amiga. Donc voilà, donc j'ai mon bouton Help. J'ai mis une petite étiquette, bon, je les referai un peu plus joli que ça. Le Del, c'est la même chose, hein, c'est une touche comme une autre. Je lui ai dit que c'était la touche Del, donc voilà. Et le print screen, par contre, il a été un petit peu plus délicat. Parce que si on regarde sur le clavier d'Amiga ce qu'est le print screen, on a un clavier de 2000, le print screen, c'est la touche là. C'est la touche étoile sur le pavé numérique. Et sur un clavier USB, voilà, je vais prendre ce Logitech, la touche étoile sur le pavé numérique, pour l'avoir, il faut faire numlock. Et quand j'ai mis que c'était la touche étoile du pavé numérique sur F12, ça marchait pas. Et j'ai été obligé de créer une touche virtuelle que j'ai appelée numlock dans un emplacement de la matrice où il n'y a pas de touche associée à la machine, et de modifier le code du programme pour enfoncer cette touche au démarrage et ne jamais la retoucher après. Et donc après, à la fin, mon print screen, j'ai pu lui dire que c'était numlock star et Astérix. Et voilà, ça marche. Ça me fait mon print screen sur Amiga. Maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut brancher la LED. Alors, approchons-nous de ce clavier. Voilà, on est un petit peu plus près. Si je prends mon multimètre en test de diode, j'ai cherché sur toutes les pins et j'ai trouvé les bonnes. Je vais essayer de les retrouver devant vous. C'est celles qui sont marquées avec un petit point noir. Donc la cathode, c'est la pin 9 et l'anode, c'est la pin 10. Et si on les met en contact avec le testeur, vous le voyez. Vous l'avez peut-être pas vu à la caméra, mais ça allume la petite LED ici du caps lock. Donc ça veut dire qu'il faut que je recherche sur le Tensi à quoi correspond cette pin 9 et que je coupe la piste pour pas qu'il puisse piloter la pin 9 directement, parce que si on envoie 5 volts à la LED, au revoir la LED. Donc couper la piste et relier le pad 9 sur l'entrée du Tensi qui est raccordé à ce pad 9 avec une résistance. Je vais commencer par une 750 ohms, je pense, parce que c'est une vraiment petite LED qui mange des milliampères. Donc, eh bien, je cherche moi tout ça et puis je reviens vers vous. Et voilà, j'ai branché tout ça, je l'ai programmé et maintenant, si j'appuie sur la touche, eh bien, ça s'allume. Et ça s'allume aussi sur le Tensi, mais ça, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie que le Tensi s'allume. Le clavier, ça me suffit. Maintenant que mon clavier est fonctionnel, même si avec ce téléphone, on va avoir du mal à le voir, eh bien, maintenant, il faut passer à la suite. C'est-à-dire que je vais sortir entièrement tout le contenu. Je vais démonter, en fait, tout ça. La Furia, le Gotek, je vais débrancher tous les fils pour avoir la carte mère et on va pouvoir la mettre dans ce boîtier. Alors comme je vous l'ai dit la dernière fois, le boîtier de piles là disparaît parce que maintenant j'ai fait l'emplacement directement pour mettre les piles là. C'était pour gagner de la place. Et je ne sais pas si vous le verrez avec ce téléphone, mais sur les côtés, il y a les rainures qui permettent de fixer la partie supérieure. Et je ne les ai pas fait continuer jusqu'au bout ici, ni là de l'autre côté. Et je les ai coupés en biais un petit peu là sur les côtés. Ce qui me permet, quand je positionne comme ça, de glisser la carte mère. Elle va passer sous les glissières des deux côtés là, pour pouvoir la positionner
la rentrer en biais et venir la coucher dans le boîtier. Alors j'espère que ça va monter, parce que ça m'embêterait de réimprimer tout ça. Il va sûrement falloir forcer un petit peu pour passer les ports joystick sur le côté là, et peut-être le PC MCIA de l'autre. Mais bon, déjà avant de faire ça, je démonte, je désassemble ce portable et on se retrouve avec la carte mère pour le monter dans le boîtier. Voilà, la carte mère est en partie démontée seulement. En fait, j'ai laissé la Furia, le driver d'écran, et forcément j'ai laissé lui parce que j'ai pas envie de tout débrancher. Mais ça va aller comme ça. Le but c'est d'avoir les bords qui soient à peu près clean pour la mettre dedans. Mais je vais pas la mettre dedans tout de suite en fait. J'ai prévu ma caisse pour mettre des inserts métalliques pour que ce soit plus facile à visser. Donc j'ai des petits inserts là que je vais mettre dans tous les trous. Il y en a 6 qui sont prévus pour un peu partout. Et pour ça j'ai ce petit truc qui se met dans le fer à souder et qui va me permettre de les enfoncer bien droit à leur place. Donc avant d'enfiler la carte mère, je vais mettre les inserts et je vous reprends juste après pour la mettre dedans. Ah ben voilà, les inserts sont mis. En fait, c'est facile, c'est la première fois que je fais ça, mais avec les outils qui vont bien, ça va bien. 325 degrés, ça suffit. En quelques secondes, ils sont suffisamment chauds, puis on appuie doucement, ils s'enfoncent et ça sent le plastique chaud. Voilà, maintenant je vais essayer de passer la carte mère. Alors, on va peut-être galérer un peu, mais allez, on y va. Bon, eh bien, fallait s'en douter, ça coince à un endroit. En fait, le bord de mon ventilateur est trop près de la carte mère. J'avais présumé un petit peu trop de la place qu'il fallait. Le port PCMCIA est à sa place, il est rentré. Par contre, je ne suis pas encore arrivé à mettre les 2 dB. Je ne veux pas trop plier la carte mère. Je vais faire une petite découpe, je pense, dans ce morceau de plastique là, parce qu'il y a 1 mm de trop, quoi. Et je finis de la mettre en place et je vous reprends plus tard, parce que je vais pas mal galérer encore. La carte mère est dans la boîte, mais franchement, comment dire, j'ai voulu faire vraiment trop juste. Si je devais le refaire, et bon, je m'exclus pas de refaire cette boîte avec une révision 2, parce que là je la monte pour le premier, mais il y a 2-3 petits trucs qui vont pas néanmoins. Bon, là j'ai les petits morceaux de plastique qui sont là, c'est parce que j'ai été obligé d'enlever la paroi là, qui tient le ventilateur, parce qu'il manque 1 mm. Là j'ai été obligé de couper un petit peu parce qu'il n'y avait pas de dégagement pour les fils, avec la boîte qui contient qui sert à contenir les extensions là, qui est plus basse que la carte mère. Quoi d'autre? Les inserts. Bon, on peut pas dire que ça tombe pile poil en face là et là, hein. Ça tombe pas en face. Celui là-haut, il tombe bien en face, mais une M3 là-dedans, le trou de la carte mère est pas assez grand pour une M3, donc il faudrait que je fasse une M2. Là-bas, ça va aller normalement dans le coin, mais bon, elle va pas être facile à visser. Là, bon,
Il va pas être tenu avec toutes les vis, mais bon, elle est tellement emmanchée à serre que si je la refais, je l'agrandis de 2 millimètres par là. Et je l'agrandis au moins de 2 millimètres par là parce que c'est pareil, hein, ils n'ont pas besoin de déborder comme ils débordent là, les porcs. Faudrait que ce soit flush, donc il y a vraiment 2 millimètres de trop, de pas assez. Et donc ça leur ferait du bien et ça faciliterait le montage. Et c'est pareil, ceux-là, je vais peut-être les déplacer de faire encore 1 centimètre moins long parce que ça passait juste, hein, avec les DB9 là. J'avais prévu, mais faut croire que j'avais fait mes calculs au millimètre près. Voilà. Donc, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à passer les batteries là-dedans. Je vais le faire moi parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y a une bévue ici. Là, j'ai la rainure pour passer, pour venir fixer la partie clavier. Et si on regarde comme ça, elle empêche de rentrer les piles, donc il va falloir tordre un petit peu encore une fois. Je l'ai fait trop haute cette paroi-là. J'aurais dû la faire 5 millimètres plus basse. Ça aurait tenu tout pareil et j'aurais pu mettre les piles plus facilement. Donc je continue de le rassembler. J'ai pas voulu l'enlever celui-là parce que la nappe, je l'ai toute passée dessous. Donc voilà, pour qu'elle ait un trajet harmonieux. Donc je continue de l'assembler et je vous reprends plus tard. J'ai avancé dans l'assemblage, comme vous pouvez le voir. Donc bon, elles n'ont pas été si difficiles à passer, les batteries, que ça finalement. Et c'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins elles ne bougent pas. Elles sont plutôt bien. J'ai remis le Gotek, mais il faut s'y prendre dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est vraiment très fouillis. Il faut pouvoir brancher ce connecteur en premier avant de pouvoir mettre l'Amiki 600 qui est là-dessous. Et ensuite, seulement, on peut mettre le Gotek. Donc, pour brancher cette prise, il faut approcher l'écran parce que c'est la prise qui vient de l'écran pour alimenter l'écran. Donc, voilà. Bon, ces vis-là ont bien été, celle-là aussi. Et finalement, les deux vis dessous, sous ce composant-là et sous la Pico ATX, c'est pareil, j'ai réussi à les mettre. J'ai pris une vis plus petite et puis elle a bien voulu passer, elle tient dans un coin de l'insert, donc ça marche. Et là, ça s'aligne suffisamment pour que je puisse mettre une vis normale. Voilà, j'en ai une autre ici qui est bien. Là-bas dans le coin, j'ai abandonné. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tout petit peu de câble management, un petit peu on va dire, pour passer le câble d'alim là. J'ai mis la prise d'alimentation à l'arrière comme elle était prévue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé les fils de Gotek sur le bord là pour l'écran du Gotek. Et ce que je vais faire pour le BMS qui vole là, c'est que je vais prendre du double face et je vais le fixer là. C'est là que j'avais prévu de le mettre. De toute façon, il n'y a pas de fixation sur ce truc et il est fait pour être collé comme vous voyez dessous. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour la partie supérieure, je vais la réimprimer parce que bon, celle-là, elle est cassée. Elle est cassée parce que c'est du mauvais plastique et parce que j'avais oublié le trou. J'ai fait des tracés parce que je vais, sur cette plaque, je vais mettre un support pour fixer le Tensi qui gère le clavier. Et je regardais si j'avais un petit peu d'espace pour mettre des renforts parce que c'est quand même très souple. Et je vais essayer de mettre un renfort à l'avant, dessous, là, sur les côtés, qui va pas trop gêner, qui va aller devant, là. On va voir. Et sinon, mon interrupteur qui est là-bas, il va sauter. Je vais tirer les fils et je vais mettre l'interrupteur ici, dans le petit coin. Et voilà. Donc, j'avance encore. Je vais coller ce BMS et puis je vais raccorder l'écran et on va regarder s'il marche encore après. Donc, je vous retrouve quand j'ai branché un peu plus tout ça. Et nous voilà devant un Amiga portable presque entièrement monté. Alors, dans les dernières choses que j'ai faites, j'ai mis un buzzer là. Sauf que, j'ai tiré la nappe pour vous montrer.
j'ai été obligé de casser complètement la prise et de plier les connecteurs pour qu'ils tiennent. Donc je vais remettre la nappe par-dessus maintenant, parce que sinon c'était trop haut, les pins. Qu'est-ce que j'ai fait? Le BMS est à sa place. Sur le BMS, j'ai rajouté 2 petits fils qui prennent directement l'arrivée de la batterie sur le BMS, le plus et le moins. Tout est en place, mon interrupteur est là, j'ai trouvé des petites prises à sertir. Et normalement, oui, j'ai mis un petit radiateur là parce que ça a tendance à chauffer. J'avais dans l'idée d'en mettre un sur le Pi 0, mais on ne peut pas parce que c'est vraiment trop tassé. Il est contre la prise qui se branche sur l'Amiga. Ici, j'ai pas trouvé de solution technique. Cette carte, je voulais qu'elle tienne bien, donc j'ai fait une petite pièce en plastique que j'ai été coller. Avec une colle pas forte, si jamais j'ai besoin de démonter, il n'y aura qu'à casser la pièce et puis je pourrais démonter la carte, mais c'est pour qu'elle tienne bien dans la machine. J'ai mis l'écran sur ces charnières, mais si je les enfonce, je ne les ressors plus, c'est définitif. Donc avant de les enfoncer au bout, démarrons-le sur batterie. Il n'est pas branché. Alors déjà, on voit que mon Gotek est bien branché, que le driver est bien branché sur l'écran et a priori la machine démarre. Bon, j'ai pas encore les LED, mais ça va venir bientôt. Et voilà, mon système fonctionne. J'ai toute ma RAM, j'ai la Furia, tout va bien. Et comme vous voyez, je suis sur une souris externe et ça ne pose absolument aucun souci quand je brancherai la souris interne. Pour ce qui est de la partie supérieure, et bien voilà, c'est la nouvelle version, elle est finie. J'ai mis l'indicateur de batterie ici, ça permettra d'avoir la batterie. C'est pour ça que j'ai ces 2 fils là, hein, c'est parce qu'ils vont se raccorder sur ces 2 fils qui viennent là. Je n'ai pas fait très élégant, hein. J'ai fait le trou à la bonne dimension et je l'ai collé. Il n'a rien pour le fixer, donc c'est pas simple. Et puis je voulais qu'il soit vraiment affleurant sur le dessus de l'Amiga. Et oui, les LED ont trouvé leur place, hein, je les ai décalés par rapport à la fois d'avant, histoire que ça ne bute pas dans le Gotek. En fait, c'est cette prise-là qui était sur la prise USB du Gotek, donc ça ne montait pas. Et le Tennessee a trouvé sa place, il tient bien, hein. J'ai eu beaucoup même de mal à le clipser ici. Et comme ça, c'est définitif, et le touchpad et tout ça. Donc, eh bien, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est à brancher ça, vérifier que tout fonctionne, et on pourra l'assembler, le clipser, et il sera terminé. Donc, je le branche et je vous reprends. Alors, ça y est, c'est branché. J'ai rebranché clavier, souris, LED. Et déjà, les LED, ça fonctionne. On va voir si tout fonctionne et si il va être bon à finir d'assembler. Oh, ça me semble bien, hein. Tap, tap. Alors, ouais. Et si on fait Caps Lock, on a la petite lampe. Et ça fait Caps Lock. Et la batterie, elle est pleine. Et bien voilà. Et bien, il me reste encore 2-3 petites choses à faire. Je ne sais pas si je peux le bouger. Ouais. Les charnières, il faut que je les enfonce. Et il y a un petit trou là qui va me permettre de mettre des petites vis comme ça. Et de bloquer l'axe sur la partie intérieure. Une fois qu'il sera enfoncé. Et ensuite, en fermant l'écran, je pourrai régler la friction. Sur les 2 pièces en PETG ici pour régler l'écran. Donc il ne reste plus que ça à faire. Il ne reste plus qu'à assembler le dessus. Donc eh bien je termine tout ça et je pense qu'on bouclera sur un laptop terminé. Et voici mon Amiga portable. Je lui ai mis des petits coins là parce que bon, j'avais mal imprimé l'écran, quoi. En fait, je l'avais bien imprimé mais refroidi trop vite, donc il est tout cintré. J'espère que ça va le redresser.
mais je vais les enlever pour l'ouvrir. Donc voilà ce portable. On en fait le tour. Donc évidemment, il n'y a plus l'alimentation d'origine que j'ai enlevée. Maintenant, on est sur une jack qui se branche avec le fil. On a toujours le PCMCIA. Et je vous ai laissé autour un peu tous les déchets. Donc, comme vous voyez, il est un peu cintré. Et j'ai mis mes charnières. Et démarrons-le. Il est sur batterie. Et il fonctionne très bien comme ça jusqu'à ce que je le branche. Alors, ce portable, je l'ai commencé mi-octobre 2023, où j'ai commencé à faire mes premiers achats pour la machine. Et je vous laisse d'ailleurs sur le côté là de l'écran la liste de tout ce que j'ai acheté pour faire cet Amiga portable. Donc c'est un peu élevé parce qu'il y a des choses que j'ai achetées, notamment les claviers, des choses comme ça, qui ne m'ont pas servi. Voilà, alors vous voudriez bien savoir après le prix, donc il m'a coûté un peu plus de 700 € pour le faire, sachant qu'on m'a donné la carte mère et la Furia. On va maintenant regarder le poids de la machine. Donc on va démarrer la balance et on va le poser dessus. Voilà, 2297. Donc ce portable fait 2,3 kg. Et comme vous voyez, j'ai commencé d'installer plus de choses. C'est plus facile pour moi maintenant que je peux partir avec dans d'autres pièces. Et j'ai fait aussi des optimisations un petit peu d'énergie sur cette machine, c'est-à-dire que le Tensi par exemple, qui pilote le clavier, les derniers changements que j'ai fait, c'est qu'au lieu de le laisser tourner à 16 MHz, je l'ai descendu à 8 et j'ai adapté les timings dans le programme pour que le clavier fonctionne. Comme ça, il me consommera un peu moins d'énergie. Je sais pas combien de temps encore la batterie dure, je l'ai utilisé pas mal, j'ai joué à ce jeu tout à l'heure et j'ai perdu 25% de batterie. Voilà, donc je suis content, il est terminé. Vous le verrez à Martigny le 1er et 2 juin en Suisse, donc pour la off party. Vous pourrez aussi, je pense, le voir sur Facebook parce que je suis membre du groupe Ordinosaure sur Facebook. Je vous en laisserai un lien d'ailleurs vers le groupe Ordinosaure, c'est très intéressant. Il y a une quinzaine de milliers de personnes qui font beaucoup de restauration et de choses comme ça sur des machines anciennes. Et j'ai l'honneur de pouvoir justement poster mes avancées sur mes machines et les choses comme ça sur ce groupe. Voilà, vous pouvez aussi venir sur Discord, il est en description. N'hésitez pas à venir sur Discord pour discuter de ce portable ou d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.